Le petit déjeuner politique. Bienvenue, les 7h47, c'est le petit déjeuner politique de François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme. Oui, bonjour François Ruffin. Bonjour. Bonjour. Voilà un petit décalage évidemment parce que nous sommes avec les visioconférences. Alors le coronavirus et ses ravages, on va en parler dans un instant sur la gestion politique. Peut-être un mot sur l'actualité de ce matin, là, la disparition du chanteur Christophe. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est une époque, celle d'une certaine France ou pas? Vous n'allez pas me faire chanter en tout cas, j'espère. Non, bah écoutez, je veux dire, c'est le chanteur qu'on avait et qu'on aura encore, hein, parce que heureusement ceux qui ont créé des œuvres, ils restent vivants au-delà de leur mort physique quand on mettait Radio Nostalgie, quoi. Et j'espère moi aussi que peut-être un beau jour on retrouvera ensemble les paradis perdus. Mais voilà, ouais. Il est donc un chanteur de la mélancolie, c'est un chanteur des regrets. Et moi aussi, je suis fait de plein de regrets. Ouais. Alors, sur la gestion de la crise, après avoir reconnu des ratés, Emmanuel Macron et puis le gouvernement sont-ils aujourd'hui à la hauteur, selon vous, sur le coronavirus? Ça dépend sur quoi. Là, il y a un plan d'urgence qui est mis en place pour l'hôpital, mais on voit qu'il arrive bien tard parce que le premier budget rectificatif qui a été fait, il y avait 0 € pour l'hôpital et il y avait 4 milliards d'euros en revanche pour les startups, ce qui fait qu'on a eu des tas de cagnottes litchi solidaires pour les hôpitaux. Il y a même SFR qui a appelé à faire des dons. J'ai vu et je vois encore, il faut le voir, il ne faut pas en parler qu'au passé, des appels à sacs poubelles pour fabriquer des surblouses. Moi, dans mon coin, pour l'hôpital d'Abbeville et pour l'hôpital d'Amiens, il y a des groupes de couturières volontaires qui, à domicile, fabriquent des surblouses. Et une fois qu'on a réglé le problème des surblouses, derrière, il y a le problème de la quatrième d'attente, il y a le problème des combinaisons, il y a toute une série de pénuries dont il ne faut pas aujourd'hui parler au passé parce qu'elles sont encore bel et bien présentes. Ensuite, se pose la question du déconfinement. Moi, j'ai un problème de cohérence dans ce que fait le gouvernement. C'est-à-dire qu'on nous a dit dans un premier temps, il faut confiner les enfants parce qu'ils sont asymptomatiques et ils risquent de faire balader la maladie à travers tout le monde et donc on ne pourra pas le voir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Et là, Emmanuel Macron nous dit lundi soir, bon, il n'y aura pas de test pour tout le monde, donc c'est pas utile pour tout le monde. Moi, je pense que ce qu'avait dit l'Organisation mondiale de la santé, c'est des tests. Ça reste valable. Et surtout, on va remettre les enfants à l'école. Je comprends bien que les gamins, ils n'ont pas envie de vivre encore des mois et des mois confinés dans des appartements. Mais on va remettre les gamins à l'école, dont on sait qu'ils sont asymptomatiques, qu'ils ne présentent pas de symptômes, donc ils vont balader le Covid-19 tous azimuts. Donc j'ai un problème de cohérence sur quelle est la stratégie qui est adoptée, quoi. Ouais. Mais alors, quelle devrait être la stratégie adoptée, alors, selon vous? Il faut quand même aller vers une sortie du confinement parce que sur un plan économique, c'est une véritable catastrophe. Un chef d'entreprise sur deux dans les secteurs des petites entreprises pourrait mettre la clé sous la porte. Bon, d'abord, il va falloir un vrai plan d'aide et un vrai plan d'aide qui soit dirigé sur des secteurs et qui soit dirigé vers en particulier ce que vous venez de citer, les petites et moyennes entreprises. J'entends des boulangères, j'entends dans le boucher, j'entends surtout les restaurateurs. Et il ne faut pas que derrière, ça soit un tsunami pour les commerçants et artisans. Mais il faut que ces aides, elles soient dirigées et qu'on ne traite pas de la même manière la multinationale qui a accumulé une trésorerie et qui a des dizaines de milliards de bénéfices possibles et le petit artisan du coin. À l'inverse, par exemple, du crédit impôt compétitivité emploi, sur lequel on a déversé des dizaines de milliards et sur quelques années, ça fait des centaines de milliards, alors qu'on sans regarder à qui on donnait en face. Donc, il faut vraiment sauver ça. Maintenant, je crois que l'économie ne doit toujours pas primer sur la vie. Voilà, on a un objectif qui est d'avoir le moins de morts possible dans cette pandémie. Maintenant, ce que je regrette, moi, c'est que, je l'ai dit pour lancer, c'est que on n'a pas d'emblée misé sur les tests. Il faut voir que l'Allemagne à côté va faire 500 000 tests par jour pour que les gens qui retournent au travail, qui remettent leurs enfants et puis tout ça, on sache qui est positif et qu'on confine les positifs. Normalement, c'est ce qui aurait dû se passer dès le début. Dès le début, on aurait dû se dire on teste et on confine les positifs. On n'avait pas les tests. Donc bon, on a confiné tout le monde, comme on le fait au Moyen-Âge, comme on l'a fait au 19e siècle pour le choléra. Bon, on a fait comme ça. Mais on se serait dit que pendant ce temps-là, on allait nous aussi développer au maximum notre capacité de test. Et ce qu'on a vu, et c'est là qu'à mon avis est la plus grosse erreur, ce qu'on a vu, c'est que 3-4 semaines après le confinement, c'est-à-dire que 2 mois après le début de la crise du Covid-19, les laboratoires, que ce soit les laboratoires publics, que ce soit les laboratoires privés,
que ce soit les laboratoires vétérinaires, ils n'aient toujours pas missionné massivement pour effectuer des tests. Donc là, ça veut dire qu'on a perdu plusieurs semaines dans notre capacité à tester pour pouvoir confiner les gens qui sont positifs et pouvoir faire un tri entre ceux qui sont positifs et ceux qui sont négatifs. Ouais, alors, ce que vous voulez dire, François Ruffin, c'est que finalement, il n'y a pas eu les bons commandements, les bons ordres donnés au bon moment. C'est Emmanuel Macron lui-même qui est défaillant, alors? Moi, je pense que cette crise sanitaire est aussi une crise démocratique. Déjà, pour moi, la crise des Gilets jaunes était une crise démocratique, mais là, c'est vrai aussi de la crise sanitaire. Comment ça se fait que tout le pays est en permanence suspendu aux lèvres d'un seul homme? Ça pose problème à un moment. Et ça pose problème si jamais, pour déclencher les laboratoires vétérinaires qui avaient la capacité de faire 150 000 à 300 000 tests par jour, eh bien, il y a pas de commandement, mais tout doit passer par l'Élysée. On voit qu'à un moment, ça bouchonne et que le président de la République, il est humain. Et il est humain, ça veut dire qu'il peut pas tout gérer tout le temps en période de crise. Et pourtant, avec son côté jupitérien, il accroît encore ce défaut de la Ve République et il veut tout concentrer au même endroit. Ce qui fait qu'en effet, les laboratoires vétérinaires, par exemple, ils ont attendu des semaines et des semaines en se disant, bon, on va bien recevoir un ordre. Nous, on est capable de faire jusqu'à 300 000 tests par semaine. On va quand même nous donner l'ordre de les faire. Et ils ont attendu. Il a fallu plus d'1 mois pour que ça se déclenche. Ouais. François Ruffin, alors puisque vous évoquez ce chapitre politique, est-ce que vous seriez prêt, vous, à participer à un gouvernement d'union nationale ou de concorde, comme semble le vouloir le président de la République? Non, je vais être clair, jamais. Ouais. En tout cas, tant que pour Emmanuel Macron, la réinvention, ça sera par des mots et pas par des actes, qui donnent des actes, qui passent à des actes. Et il y a des actes qui sont aujourd'hui faciles à faire, des signes qui peuvent être envoyés, des signes de justice sociale. Rétablir un véritable impôt de solidarité sur la fortune, par exemple, qui serait un signe de justice fiscale. Rétablir si vous étiez au gouvernement, si vous étiez dans un gouvernement, François Ruffin, vous pourriez peut-être pousser, accentuer pour qu'il y ait un rétablissement de certaines choses pour cette justice sociale, non? Je suis extrêmement dubitatif, vous savez. C'est pas qu'un seul homme, il a été mis en place par des intérêts économiques. Les intérêts économiques, ils vont pas s'effacer comme ça. Quand on voit que, par exemple, sur le travail des caissières, y compris pendant la crise, se renforce une prise sur le travail des caissières et qu'il n'est pas libéré, que le gouvernement avait pour projet, juste avant le coronavirus, de les faire travailler jusqu'à minuit le soir. Je pense qu'il y a, il faut pas croire que cette crise va amener à un rassemblement national avec un effacement des dominés et des dominants. Au contraire, on risque d'en sortir avec un fossé qui est plus fort encore. Mais les mesures, je n'ai pas besoin d'être gouvernement pour qu'elles soient prises. Emmanuel Macron sait qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre. Par exemple, sur la relocalisation, j'ai interrogé Agnès Pannier-Runacher, donc la ministre de l'Industrie, la semaine dernière. Comment on va relocaliser? Comment on va remettre près de chez nous les vêtements, les aliments? Ça, il faut le faire, ça c'est indispensable. Ah oui. Et surtout les médicaments. Mais vous allez voir pourquoi c'est pas possible d'avoir un gouvernement d'union nationale. Sa vision à elle, c'est grosso modo, la France a des atouts dans la mondialisation, on va miser sur la formation et en ayant des incitations, c'est-à-dire en des aides fiscales, eh bien ça va permettre une relocalisation de l'économie. Je n'y crois pas. Ça fait 30 ans qu'on nous parle comme ça. Ça fait 30 ans qu'on nous dit que naturellement, l'ordre mondial, la mondialisation va se rééquilibrer, que ça va revenir chez nous. C'est pas vrai. Ouais. À un moment, si on veut de la relocalisation, je veux terminer là-dessus, mais je veux vous dire ce qu'il faut à un moment. À un moment, il faut du protectionnisme. On peut l'appeler solidaire, on peut l'appeler écologique, on peut l'appeler tout ce qu'on veut, mais à un moment, il faut des barrières douanières, il faut des taxes aux frontières, il faut des quotas d'importation. Il faut ces outils qui ont fait leur preuve pendant des décennies d'une capacité à, tempérer la folie des marchés. Et ça, évidemment, aujourd'hui, dans le logiciel libéral d'Emmanuel Macron et de son équipe, c'est impensable. Et pourtant, il va falloir en passer par là. Il va falloir passer par raturer des clauses à l'OMC, raturer des clauses dans les traités européens. Si on ne fait pas ça, on n'aura pas de relocalisation. Oui, il a raison, Emmanuel Macron, de taper aussi un petit peu sur la Chine en disant que le gouvernement, le régime chinois nous cache sans doute des choses. Je pense que on ferait mieux de regarder la poutre qu'on a dans notre œil plutôt que la paille dans l'œil du voisin, même fût-il lointain. Et que la Chine ayant eu
à gérer la crise en premier, on aurait surtout pu tirer des leçons de la manière dont la Chine ou la Corée du Sud ont géré cette crise, ou dont notre voisin allemand gère aujourd'hui cette crise, plutôt que d'aller chercher la paille dans leur œil. Oui. Le mot de la fin, François Ruffin, avec Cécile de Ménibus. Oui, bonjour. Vous aviez illustré Bernard Arnault dans votre film Merci Patron. Aujourd'hui, il renonce à 2 mois de salaire, entre autres, et puis les dividendes versés aux actionnaires seront par ailleurs diminués de 30%. Est-ce que finalement c'est un beau geste solidaire ? Écoutez, le beau geste solidaire demain pour Bernard Arnault et pour LVMH, c'est de ne plus avoir de filiales dans les paradis fiscaux. C'est de cesser de faire produire là où sont les plus faibles coûts de production. C'est-à-dire, pour l'exemple que j'avais étudié dans mon film, à Madagascar ou en Inde, c'est pour lui de... Il fabrique beaucoup aussi en France quand même, Bernard Arnault. Oui, il fabrique beaucoup en France. Il fabrique beaucoup en France, mais quand c'est possible, il va fabriquer ailleurs, quoi. Donc voilà, c'est de cesser, y compris sur le plan fiscal pour sa fortune personnelle, de cesser de jouer avec la mondialisation comme si c'était un supermarché où il pouvait aller chercher les meilleurs coûts et les meilleures exonérations fiscales partout dans le monde. Mais vous voulez pas saluer ce geste déjà ? Non, on n'est pas là pour faire l'aumône. La crise du coronavirus ne doit pas être un hôpital au thon où on vient nous donner la mendicité. Il y a un truc qui s'appelle l'impôt, qui est une des mesures qui permettent de rétablir un peu d'égalité entre les citoyens. Que déjà, Bernard Arnault ne cherche pas tous les moyens, et c'est les siens, parce que je ne veux pas se centrer sur un seul homme, mais ne cherche pas tous les moyens d'exonération fiscale, de dumping tous azimuts, et déjà la France s'en portera mieux. Son hôpital public se serait beaucoup mieux porté à la France pour traverser cette crise si depuis des décennies, les LVMH et compagnie et les Amazon et ainsi de suite avaient payé normalement leurs impôts sur la TVA, leurs impôts sur les sociétés et tous leurs impôts en France. Oui. Un dernier mot, est-ce que vous allez voter Est-ce que vous allez voter aujourd'hui le projet de loi de finances rectificative qui va être présenté aujourd'hui ? Vous allez le voter ou pas avec la France Insoumise ? On va à distance, mais nous allons voter au moins une abstention, et sinon contre, pour notamment une raison, qui est qu'on donne 20 milliards d'euros à des entreprises, on ne sait pas du tout pourquoi faire. Donc il faut aujourd'hui, et c'est un parlementaire plutôt de droite, Charles de Courson de l'UDI qui a pointé ça, oui, bien, les libertés territoires peut-être, mais qui a pointé ça et qui a dit voilà, à quoi vont aller ces 20 milliards d'euros ? On ne peut pas continuer à donner comme ça des dizaines de milliards d'euros, que ça soit en CICE, que ça soit en allègement de charges, que ça soit ainsi de suite, sans savoir à quoi ça va. Aujourd'hui, il faut qu'on sache. Merci François Ruffin, en direct de sa cuisine. Et n'oubliez pas évidemment, de fermer le placard de votre cuisine. Oui, voilà, c'est ça. Et nous, un peu de nos studios aménagés. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio en duplex. Au revoir. Au revoir. Et puis on continue ce matin.